On en vient à cette bagarre qui a eu lieu la semaine dernière au TPI de Dixine. Talibé le mentionnait ce matin, la réaction du barreau était déjà très redoutée dans le milieu judiciaire du pays après donc l'agression de Maître Fassine Silla. Et finalement, la fêtière des hommes en robe noire, au sorti d'une assemblée générale vendredi, a décidé de boycotter toutes les audiences dans les juridictions du pays jusqu'au 13 novembre. Oui, effectivement, c'est l'actualité qui défrait la chronique dans le milieu judiciaire et nous avons pris le soin sur nous d'aller en tout cas vers les acteurs pour prendre le témoignage de ce qui s'est passé du côté du tribunal de Koya, et tout s'est bien passé de ce côté. Alors Bakar, ce qui s'est passé à Koya, c'était le 25 octobre 2023. Il y a une affaire de Stelliona portant sur un montant de 220 millions de francs guinéens entre une dame appelée Dame Silla et un certain monsieur Yané. Cette audience n'était pas sa première, je crois que c'était la deuxième audience. C'était le jour des plaidoiries et puis de la réquisition du procureur. Et dans un premier temps, pendant 2 jours, même le samedi, on a passé la version du conseil de l'ordre. On a même appelé le samedi dernier Maître Gabriel, qui est le porte-parole du barreau, qui s'est largement expliqué par rapport à l'avocat. Et l'avocat même, on a passé en tout cas son témoignage ici dans cette émission. Alors il était temps pour nous d'écouter d'autres témoins, mais aussi le procureur. Alors Abakar, comme je l'ai dit, c'est une affaire de Stelliona. Le Stelliona, c'est très important de le définir. Oui, allez-y, aidez-nous à comprendre. C'est le nom donné à une fraude caractérisée par le fait qu'une personne ait vendu ou qu'elle ait hypothéqué un bien immobilier qu'elle savait ne pas lui appartenir. Et vous savez que dans les régions de la Basse-Guinée, notamment à Dubreka, à Koya et à Kindia, c'est une pratique qui est fréquente. 10% des dossiers judiciaires portent sur le Stelliona. Alors, j'apprends des sources crédibles que avant la réquisition, la dame... Avant le réquisitoire du procureur. Le réquisitoire. Bien, voilà. La dame avait reconnu les faits. Elle s'est passée... Avant le réquisitoire du procureur, donc la dame mise en cause a reconnu les faits. Elle s'est fait passer pour propriétaire d'un domaine qui ne l'appartient pas. Ce domaine appartient à un certain Yané. La dame a cherché des clients. Elle a fait l'affaire de 220 millions. Elle les a encaissés. Mais finalement, elle n'a pas l'argent. Et l'argument que la dame aurait placé est que c'est sa fille qui est venue voler cet argent. Alors elle a envoyé le papier à signer à ce monsieur Yané qui a dit: mais ce domaine m'appartient, pour signer ce document, il faut que j'empoche l'argent, ce qui n'a pas été fait. Et finalement, l'affaire a été portée devant le tribunal de Koya. Alors le procureur, dans sa réquisition, a requis... Dans son réquisitoire, dans son réquisitoire, a requis 5 ans de prison assorti de 3 ans de sursis et 2 ans ferme. Et il a demandé contre la dame et le paiement de 5 millions pour dommages et intérêts et le remboursement des 220 millions. Mais un témoin, c'est un avocat qui me dit que la fille a été convoquée. Contrairement à ce que sa dame a dit, la fille qu'elle n'a pris aucun franc de cet argent et que sa maman qui a l'argent. Alors, j'apprends que pendant le réquisitoire du procureur, pratiquement, il y avait une sorte de silence radio dans la salle. Mais le tour était venu pour l'avocat de faire la plaidoirie. On apprend que au début, l'avocat de la dame, Maître Fassine Silla, alias Awal, au début, les premières séances, elle n'était pas là. Et ce deuxième jour, pratiquement, il était présent. Mais l'avocat, au lieu, selon mes informations, de défendre le dossier, tous les recoupements, pour défendre le dossier, l'avocat se serait pratiquement pris au procureur. Des insanités. Au lieu d'aller sur les faits. Sur les faits, effectivement. Et il serait allé jusqu'à qualifier le procureur de corrompu, ce qui aurait fait que le monsieur de la CRIEF a été envoyé du côté de Koya. Et le procureur, selon encore des témoins au niveau du tribunal, le procureur a fait objection. Le président audiencier. Le juge audiencier plutôt. Bien sûr, a demandé à l'avocat de ne pas être sur un tel terrain et que donc d'arrêter de proférer des injures à l'encontre du procureur. Et pendant tout le temps que le réquisitoire se faisait, le procureur a été courtois. Donc l'avocat n'avait pas droit quand même
de proférer des insanités à son égard. Je ne peux pas répéter tous les mots qu'on a dit ici. Oui, parce que moi, j'ai appris comme quoi cet avocat serait allé jusqu'à dire à l'autre qu'il lui ferait du rentre-dedans. Oui. C'est quand même inacceptable. Non, cette version m'a été confiée et il aurait même dit que ce procureur dans ce dossier a pris l'argent pour prendre en tout cas un tel réquisitoire. Ce qui n'a pas plu quand même au procureur qui a demandé au président de juger de son pouvoir. C'est une accusation gravissime. Voilà, de juger de son pouvoir pour faire arrêter l'avocat dans son élan, puisque pour le procureur, ce qui se passe, c'est de trop. Ce n'est plus une question de justice, c'est une question de règlement de compte. Donc l'avocat n'aurait pas obtempéré. Et séance tenante, le président audiencier était obligé d'arrêter quand même l'audience pour convoquer les deux au niveau de son bureau pour qu'ils connaissent le tribunal de Koya. Ils sont allés de ce côté, il y a eu des rencontres, mais ce que j'ai appris encore des avocats et d'autres témoins qui ont voulu garder de l'anonymat, c'est que on parle de la paire de gifles ou le coup de poing. Ce coup de poing, s'il y a lieu, ce n'était pas dans la salle d'audience. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Selon ces témoins, l'avocat attendait le procureur derrière la porte au sortie du bureau du président. Et que c'est de ce côté que l'avocat aurait tapé la porte, poussé la porte contre pratiquement le procureur. Et instantanément, le procureur, pour se défendre, avait envoyé sa main. C'est cette main qui aurait atteint, en tout cas, la figure de l'avocat. De l'avocat, selon les témoins sur place. Rencontrés. Alors, de ce côté, à partir de 17 h, les gens étant informés, l'avocat a alerté tout le monde sur sa situation parce que lui, il se sentait déjà agressé et il saignait du nez. Et vers 17 h, c'est le parquet général qui a convoqué toutes ces deux parties pour un règlement. Mais avant, on apprend que cet avocat aurait tenté de frapper le procureur à l'aide d'une chaise dans le bureau du procureur. Oui, effectivement, cette version aussi m'a été confirmée. Des témoins sur place, dont un journaliste, témoigne que avec toute la fureur qui a gagné l'avocat, il est allé vers le bureau du procureur, il s'est saisi d'une chaise pour pouvoir taper le procureur. L'avocat, je l'ai appelé même ce matin, et il ne confirme pas cette version, mais les témoins confirment qu'il a effectivement pris la chaise pour taper la tête du procureur. Et là, heureusement que, selon... Après avoir été boxé par le procureur, il a voulu tout à fait rendre le coup. Au bureau du procureur, il y a un monsieur assis de ce côté qui a même peut-être été une sorte de protection, qui a pris la chaise et heureusement le procureur... Donc il a arrêté le coup. Tout à fait, le procureur n'a pas pris le coup de chaise. Et puisque... Est-ce que c'était pas avant? Non, ça c'est après. Ça c'est après, selon mes informations. Mais que l'avocat ne confirme pas. Voilà, ça c'est des témoins au niveau du tribunal, mais aussi la version du procureur. Alors, le parquet général a appelé toutes les deux parties du côté de Conakry pour un règlement. J'apprends que les représentants de barreau étaient de ce côté. Ils ont parlé entre eux, les gens ont compris ce qui s'est passé. Decamp estime que l'avocat est allé loin puisque c'est une sorte de provocation et que le procureur n'a pas pu se ressaisir. Mais les doyens sont venus intervenir. Et j'apprends même que ces doyens, puisqu'il y a maintenant le sang, il y a cause de blessures volontaires, les gens ont essayé de ménager pratiquement l'avocat. Et un montant d'1,3 million francs aurait été remis à l'avocat pour juste aller soigner cette plaie. Et j'ai eu même des détails par rapport à ce montant. C'est Maître Dina Sampil qui aurait même remis 1 million à l'avocat pour dire c'est un incident, on n'aurait pas dû arriver là, ce qui ne s'est passé pas dans la salle d'audience, ça on peut gérer. Et le donc c'est au bureau du procureur général que on a décidé de laver le linge sale. Laver le linge sale, effectivement, et que le procureur général lui-même aurait ajouté sur les 1,3 million francs, ça fait 1,3 million, pour que l'avocat, en tout cas, puisse aller soigner cette petite blessure et laver le linge sale en famille. Et il aurait été demandé aux parties de ne pas communiquer, puisque il y a un règlement à l'amiable et que même la presse ne devrait pas en parler. Et mais le procureur, il raconte dans les détails ce qu'il a appris. Selon ce que j'ai appris, parce que c'était cette version... donc tout était fait pour ne pas que ça arrive aux oreilles de la presse. Et effectivement, tout était fait pour ne pas que les médias soient quand même impliqués. Alors, à la surprise générale, selon
des témoins à Koya et le procureur, c'est ce communiqué du Conseil de l'ordre qui est venu un peu déranger, remettre de l'huile sur le feu, la situation. Parce que le procureur... Le communiqué annonçant l'Assemblée générale extraordinaire... Oui, ce communiqué... Et demandant des excuses. Et le communiqué explicatif, le procureur dit que des excuses publiques, il n'a jamais donné. Mais puisqu'il a perdu son sang-froid, quelqu'un est blessé, il est humain, il a demandé entre eux pardon à l'avocat pour ce qui s'est passé et à cause de tout ce qui a été mené comme médiation, mais qui n'a jamais demandé des excuses publiques. Et que lui-même, en tant que procureur, il a subi une sorte d'outrage à magistrat, puisqu'il suppose que pendant son réquisitoire, il a été courtois, il n'a jamais attaqué l'avocat, que ce dernier ne pouvait pas se permettre, en tout cas, de l'insulter, de traiter de tous les noms d'oiseaux, et devant tout le monde qui n'a pas compris. Pour lui, il estime qu'il a été abreuvé d'insanité. Oui, pour lui, ce qui est arrivé, peut-être qu'il y a une autre idée derrière la tête, mais il ne pouvait pas comprendre. Alors, d'autres proches du procureur du côté de Koya sont même allés peut-être insinuer une sorte, pourquoi pas, de complot. Parce que les gens ont fait un rapprochement entre la position du procureur et la grève des magistrats. Vous savez, le procureur parce de Koya, qu'il est considéré comme l'un des fidèles du garde des Sceaux, Charles White. Il était l'un de ceux qui avait boycotté le mot d'ordre de l'AMG, l'association des magistrats de Guinée. Oui, pour eux, tout était parti pour que le procureur quand même soit poussé à la faute, parce que pour eux, cet incident avait été clos. Mais Abakar, quand vous allez sur le terrain, vous comprendrez qu'à Koya, il y a assez de problèmes. Puisque c'est une ville aujourd'hui qui fait de tous les Guinéens des victimes. Ça, vous savez, c'est à travers le comportement de cette dame. Il n'y a pas quelqu'un en Guinée qui n'a pas un proche ou un membre de la famille qui n'est pas victime d'arnaque ou de stéléonat du côté de Koya. Ça, c'est aussi une réalité. Alors, le procureur, pour terminer, dit être étonné, puisque la dame a reconnu les faits. Pour lui, il y a des avocats parfois qui viennent plaider coupable ou des prévenus qui viennent plaider coupable pour arranger cette affaire. Mais il ne peut pas comprendre que la dame soit reconnue reconnu son tort et que l'avocat, au lieu de défendre ce dossier, vienne contre sa personne, le banquet de respect, l'offenser dans sa dignité. Allez. Pour lui, c'est quelque chose de préparé pour le pousser à la faute. Merci bien. Est-ce une guerre par procuration, in fine, donc en ligne de mire, le ministre Charles White, parce que on semble être dans la même configuration entre AMG, Conseil de l'ordre, Charles White. Allez, on en reparle dans la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes de retour dans quelques minutes. On reste donc sur cette bagarre entre le procureur de Koya et l'avocat Maître Fassine Silla. Et conséquence, le barreau qui a décidé de boycotter les audiences dans toutes les juridictions du pays jusqu'au 13 novembre. Oui, on a écouté le récit de Ibrahim Assouri Lincoln Souma. Oui, le récit de Ibrahim Assouri Lincoln Souma vient édifier l'opinion sur ce qu'il s'est passé ces jours entre l'avocat et monsieur le procureur du tribunal de Koya. Et on voit que le procureur a été poussé à bout par les propos de l'avocat, selon ce que Lincoln nous apprend. Donc il a perdu son sang-froid. C'est là qu'il a péché. Maintenant, est-ce que cela en valait la peine au niveau pour le barreau de fermer boutique et de priver les pauvres populations de justice, eux qui sont les gardiens des libertés, parce que les avocats et les magistrats, ce sont tous des hommes en robe, ce sont les gardiens des libertés. Si à la moindre foucade, il faut, comment dirais-je, abandonner, il faut tout remballer pour... non, là, je pense que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. C'est la démocratie qui prend un coup. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Cette affaire pouvait se régler sans même que, hors même des projecteurs. Parce que si le procureur a reconnu son tort et l'avocat aussi, tout ça, on pouvait clore ça au lieu de
venir encore se donner en spectacle. Bien. Pour prouver que oui, on est là, c'est nous. On est fort. Les grands Robins, on est fort. Je crois que... Et on peut paralyser, la justice. La justice, mais c'est les pauvres qui en souffrent. Parce nous sommes dans une anarchie où les plus forts dévorent les plus faibles. Donc, en matière judiciaire, ces avocats, ils sont quand même au service de ceux qui ont les moyens. Oui. Donc, s'il n'y a pas de justice, c'est le pauvre qui est en détention là-bas qui doit être libéré, qui souffre. Donc, je crois qu'ils n'ont qu'à revoir leur copie, savoir raison garder. Bien. Et voilà. Éviter ces sautes d'humeur là, on n'en a pas besoin. Merci bien, ouais. Manu, je posais la question, savoir si c'est pas une guerre par procuration, est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration, ce mano à mano entre l'AMG et le garde des Sceaux, Charles White? C'est à peu près la même configuration, même si dans la situation précise dans laquelle on est, l'AMG n'est pas concernée forcément. C'est le Conseil de l'ordre. Mais j'imagine qu'elle applaudit en ce moment des deux mains, parce que évidemment le procureur du TPI de Koya était celui qui avait publiquement d'ailleurs pris la parole, en tout cas l'un des magistrats qui a publiquement pris la parole pour dire qu'il n'est pas concerné par l'appel à grève de l'AMG. Donc évidemment, on peut voir l'AMG dans son coin en train d'applaudir en ce moment, même si on ne peut pas dire qu'elle est concernée directement par la crise. Mais les explications que Lincoln vient de rapporter, moi je le disais tantôt, j'avais eu pratiquement les mêmes explications quand l'incident venait de se produire, à l'exception que, en tout cas des informations que j'avais au départ, c'est que l'incident aurait eu lieu dans l'enceinte de la salle d'audience. Mais après, on apprend que c'était plutôt en dehors de la salle d'audience. Mais il y a quand même une chose à Bouakar que moi, qui attire mon attention, c'est que quand en tant qu'avocat on plaide un dossier, ce n'est pas en attaquant ou en insultant, en outrageant un magistrat qu'on défend forcément son client. Parce que ces informations, une chose est sûre, c'est qu'on a bien appris et c'est confirmé que le président du tribunal est allé, quand l'avocat faisait sa plaidoirie, que le président du tribunal avait suspendu l'audience et a convoqué les deux. Et quand un président en arrive à suspendre l'audience pour dire venez dans mon bureau, c'est parce qu'il y a incident. Et donc, pourquoi cela ne s'est pas produit au moment du réquisitoire? C'est au moment de la plaidoirie que le président en vient à prendre cette décision. C'est parce que quelque part, on peut comprendre, évidemment, en attendant que l'avocat aussi s'explique, on peut comprendre que l'avocat est allé dans l'excès peut-être. Parce que quand on défend un dossier, défendre le dossier précis d'une dame pour laquelle on est devant un tribunal, ne va pas forcément vous conduire à dire que monsieur le procureur a été chassé de la cuillère parce qu'il est corrompu. Où est le rapport? Moi je dis quand même que... Sincèrement, si cela a été dit, il n'y a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et je suis d'accord avec le doyen qui dit que les avocats aujourd'hui peuvent bloquer les audiences parce qu'ils en ont la force, parce qu'ils en ont le pouvoir, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire à un moment donné. Mais je pense que tout cela doit aussi aller avec la raison, avec la vérité en bandoulière, de savoir que oui, le procureur est allé dans l'excès, parce qu'évidemment, il a asséné un coup, du sang a coulé, c'est un dépositaire de la loi. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne devait pas arriver à ce niveau-là. Parce que le procureur, évidemment, est quelqu'un qui peut vous attraire devant un juge pour coups et blessures. C'est lui qui doit faire cela. Bien sûr. Mais que ce soit lui qui en vienne à asséner un coup, c'est un excès, c'est un constat. Mais que l'avocat également sorte du dossier pour aller s'en prendre à la moralité du procureur, le qualifier de corrompu, et dire même qu'il a été chassé de la CRIEF à cause de ça, il faut dire la vérité, ça n'a aucun rapport avec une affaire de vente d'un domaine qui n'appartient pas à la cliente de monsieur l'avocat. Donc, des deux côtés, il y a eu des excès, des deux côtés, il y a eu des manquements au cadre professionnel. Le parquet général a tenté de régler tout cela, mais évidemment, je pense que le barreau ne s'en est pas contenté. Le barreau pense avoir un pouvoir. Mais attention, moi je dis, il faut que le pouvoir qu'on a, qu'on le gère avec un donc peu de peut-on dire raison. que Sinon, le barreau, le conseil de l'ordre cherche à punir le procureur Almami à cause du fait qu'il soit infidèle de Charles White? peut-être que ce n'est pas forcément son intention, mais une chose est claire, c'est que Almami de Koya
est un fidèle de Charles Wright. Bien. C'est un secret polichinelle. Les deux, ce sont de bons amis. Mais évidemment, on sait également tout le passé récent donc avec l'AMG. On sait aujourd'hui Charles Wright qui n'est d'accord avec aucune corporation de la justice. Ouais. Et, je le disais même pendant le week-end, j'ai dit quand on a la moindre occasion de taper sur lui, de l'atteindre en tapant sur quelqu'un, on va le faire. Le pauvre Charles, je suis sûr qu'il en prendra. Il en prendra certainement. Mais attention, je pense qu'il faut revenir à un fair play, que le barreau revienne un peu à la raison. À la raison, oui, cabinet. Non, je pense qu'il faut éviter ces types de scènes. Ça n'honore pas parce que transformer nos juridictions en pétaudières, ces enfantillages-là, il faut éviter. Quoi. Un procureur qui lève la main et qui assène des coups, ça ne peut se voir que sous nos cieux. Quoi. On a l'impression qu'on est en Russie. Il faut éviter ça parce qu'ils doivent donner l'exemple. Je suis d'accord avec le doyen que les avocats, il ne faut pas non plus qu'ils abusent de leur petite autorité là. Et qu'il ne faut pas paralyser les activités judiciaires parce que tout simplement on en veut à la coiffure de Charles Wright. Je pense qu'il faut mettre balle à terre et puis voir un peu en républicain quoi. Bien entendu, bien dit. Oui, Mamadouri. Bon, écoutez, moi je sais que le tribunal c'est quand même un ring. Mais un ring oratoire, comme on a l'habitude de le voir dans la pratique, c'est un lieu de guerre, mais la guerre des mots, c'est le réceptacle de la dialectique. Mais de là à franchir le pas pour aller se boxer, pour ma part, c'est quand même une première. J'ai l'habitude de voir les gens se donner les coups dans les hémicycles, dans les parlements. Maintenant, en milieu judiciaire, où les gens ne limitent leur guerre qu'à la force de la parole, la Guinée ouvre la voie certainement à d'autres pays qui peuvent s'y engouffrer. C'est quand même malheureux, ça fait pas bonne presse. Et je pense que le CSM, sauf si je me trompais, peut tout de même gérer cette situation. Pourquoi pas? Il a le pouvoir d'infliger des sanctions, de constater ces genres de faits là, de manquements et d'infliger des sanctions soit à un avocat ou à un procureur, quel qu'il soit, quelle que soit sa position donc dans le milieu judiciaire. Alors pourquoi ne pas lui laisser donc la responsabilité de gérer ça que d'aller précipitamment à un débrayage qui pourrait donc affecter le fonctionnement du système judiciaire, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, étant donné qu'il y a déjà un précédent, n'est-ce pas, entre eux et Charles qui n'est pas encore soldé. Donc s'il faut en rajouter aux crises, et bien à la fin c'est les justiciables qui vont prendre donc le coup. Je pense qu'il faut gérer ça le plus rapidement possible. Bien, oui, Talibé pour clore. Oui, Sekou Kamara, l'almami du parquet de Koya, qui malheureusement a porté ce coup physique à cet avocat, et toute chose qui fait oublier pratiquement, en tout cas, qui a mis d'abord en avant l'agression qu'il a portée contre l'avocat. Donc, parce que forcément, pour qu'il en vienne à porter la main sur l'avocat, il a fallu que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Je sais que Lincoln vient de nous reconstituer ici pour dire que tous les deux, ils ont fait dans l'excès, ils ne devaient pas en arriver là. Et ce procureur, comme Emmanuel l'a dit, c'est lui qui poursuit au nom de la société les faits de violence, les faits d'abus. Donc si c'est lui qui doit se comporter ainsi, mais la reconstitution des faits par Lincoln ici me fait comprendre pourquoi Charles Wright, interrogé par nos amis de Dioma, disait que s'il est avéré, ça c'était déjà vendredi, donc 72 heures après les faits, est-ce que, parce qu'il a ces informations-là, ce qui serait souhaitable, c'est que je suis d'accord que le barreau aurait dû, à la limite, se contenter d'engager une procédure pénale. Une procédure pénale et disciplinaire, comme ils l'ont annoncé, mais de là à en venir à boycotter, à paralyser, 2 semaines durant les tribunaux, je pense que c'est abuser de leur position dans la société, parce que tous les jours, on a besoin d'eux pour plaider. On a besoin que la justice fonctionne. Et avocat, pour en terminer, je pense que, puisqu'il y a l'inspection en tout cas des services judiciaires, je pense qu'il faut qu'une enquête soit menée et que déjà le ministère de la Justice
dont on dit, dont on sait d'ailleurs qu'il est prompt à se prononcer sur certaines situations, c'est que le silence prolongé de Charles White, qui se serait déjà fendu d'un communiqué dans d'autres circonstances, fait dire justement que Charles White soutient le procureur. Donc, il serait bien qu'il y ait une communication officielle qui restituerait les constats faits par l'inspection des services judiciaires avant que éventuellement on ne sache si les avocats vont franchir le pas vers cette procédure judiciaire qu'ils ont annoncée. Allez, donc ce qu'on pouvait dire sur cette affaire et demander tout simplement à la corporation des avocats de revenir, de revoir cette décision qui consiste à boycotter les audiences dans toutes les juridictions du pays jusqu'au 13 novembre. C'est encore possible. Voilà, revenez aux mœurs sentiments, chers avocats.